La capacité à penser logiquement et rigoureusement, sans se laisser déborder par ses émotions, forgées pendant les temps difficiles et dans les épreuves, disparaît peu à peu. Alors interviennent les acteurs qui vont rendre possible le passage de la phase 1 à la phase 2, les schizoïdes. Ils jouent le premier rôle dans le processus de mise en place de la pathocratie. Ce rôle peut rester largement invisible car, sauf exception, les schizoïdes ne sont pas individuellement violents et dangereux. Mais ce rôle est essentiel parce que, selon Lobachevsky, c'est le trouble schizoïde qui va amener un appauvrissement progressif de la compréhension du monde et une réduction à l'esprit de système. Pendant les temps heureux, une partie des schizoïdes va construire une pensée préfabriquée, ce que nous appellerions aujourd'hui une pensée unique, et selon cette pensée, en quelque sorte, il est possible de remonter à une racine monocausale du phénomène ponérogénique. Or, pour Lobachevsky, c'est précisément là que le mal peut commencer à se répandre dans une structure sociale, parce que le mal a des causes complexes, et quand on tombe dans un réductionnisme quelconque, on perd de vue une grande partie de ces causes. Or, ce que nous explique Lobachevsky, c'est que pour que le mal se propage, il y a une première condition qui est nécessaire et généralement suffisante, c'est qu'il ne soit pas vu, que le mécanisme par lequel il se reproduit ne soit pas perçu. Les schizoïdes, nous explique Lobachevsky, travaillent souvent en équipe, en incubant des doctrines révolutionnaires dans des réseaux, ou éventuellement en incubant par opposition des doctrines révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Dans tous les cas, il y a un appauvrissement de la vision psychologique du monde, une réduction de la société, une réduction des phénomènes sociaux à une cause unique et généralement extérieure à la psychologie. Le pouvoir des schizoïdes vient de leur aptitude à incuber ces réseaux, car lorsqu'ils sont en contact direct avec les gens, en général, les schizoïdes sont assez malhabiles pour faire passer leurs idées. C'est quand le schizoïde parvient à dissimuler sa personnalité réelle derrière un discours dépersonnalisé porté par une institution, par un réseau, en général une parole écrite ou une représentation médiatique, que là, il peut commencer à développer une grande influence. Et évidemment, quand il écrit cela, Lobachevsky pense à Marx, qu'il analyse comme un schizoïde. Une fois ces réseaux incubés, vont se constituer des associations ponérogéniques. À ce stade, les personnalités paranoïdes commencent à prendre une importance plus grande. Comme la réalité est en train de disparaître complètement du champ perceptif des individus inclus, enfermés dans les discours produits par les schizoïdes, des processus de sélection négative des cadres peuvent s'enclencher et, à partir de là, les processus d'engendrement du mal vont s'intensifier peu à peu à tous les échelons de la société. Les paranoïdes, parce qu'ils donnent l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas, parce qu'ils ont cette étonnante capacité à fournir des réponses simples à des questions complexes, délivrent les esprits simples et déstabilisés de l'angoisse, de la dépression et de l'incompréhension. Il y a une épidémie de pathologies mentales qui vont se répandre à travers les associations ponérogéniques par divers mécanismes, soit par mimétisme, la sélection négative promouvant des personnes atteintes de troubles de la personnalité, et les inférieurs sociaux ayant toujours tendance à imiter les supérieurs sociaux, on va voir des troubles de la personnalité se répandre de haut en bas dans la structure sociale par imitation, soit par propagation de névroses, les personnes soumises à des paranoïdes ou à des psychopathes qui commencent à ce moment-là à profiter de la situation pour capter de manière opportuniste des postes de pouvoir, eh bien, ces personnes soumises à de tels malades mentaux, souffrant beaucoup et ayant naturellement tendance à se réfugier dans un mécanisme névrotique. Lorsque l'épidémie de pathologie combinée à la sélection négative, les deux mécanismes se renforçant mutuellement, atteint un certain stade, on entre dans la phase 3. À ce moment-là, la réalité a complètement disparu des critères du raisonnement dans la sphère institutionnelle et on assiste à une généralisation du phénomène que Lobachevsky décrit comme le blocage inversif. Qu'est-ce que c'est que le blocage inversif? Il s'agit d'affirmer des choses qui sont fausses pour les poser en opposition équivalente à des choses qui sont vraies. Et il s'agit en plus d'affirmer ces choses qui sont fausses avec une conviction plus grande que la conviction manifestée par des gens normaux qui défendent le vrai. Comme c'est une réaction naturelle chez l'être humain de faire en quelque sorte la moyenne pondérée entre les thèses qu'on lui présente, la principale pondération étant déterminée par le degré de détermination de ceux qui présentent ces thèses, on arrive ainsi à déformer la perception du réel progressivement dans le corps social. À ce petit jeu, les psychopathes héréditaires ont un grand avantage compétitif. Comme les psychopathes héréditaires n'ont aucune empathie, comme ils ne comprennent absolument aucune norme morale, comme ce sont des gens dont on dit vulgairement qu'ils n'ont pas de limite, ils peuvent presque indéfiniment accentuer le blocage inversif.
De ce fait, ils ont tendance progressivement à s'emparer des leviers de commande à l'intérieur des structures pathocratiques. Ils chassent donc les paranoïdes, qu'ils conservent parfois comme une façade, parce que la capacité du paranoïde à fasciner les esprits simples peut être utile pour une pathocratie, mais en réalité, à un certain moment, les psychopathes héréditaires, psychopathes essentiels et assimilables, asthéniques, skyrtoïdes, chacals, s'emparent du système et en font leur chose. Les paranoïdes sont relégués dans un rôle secondaire, ainsi que les schizoïdes qui eux-mêmes avaient été préalablement relégués dans un rôle secondaire par les paranoïdes. Quelles sont les structures qui permettent de faire fonctionner une pathocratie ainsi constituée en phase 3? Une des réflexions les plus intéressantes de Lobachevsky, c'est lorsqu'il explique que ces structures sont constituées par des groupes paradoxalement juste un peu plus ponérogéniques que la moyenne des réseaux et organisations qui se sont installés à travers la structure sociale. Ce ne sont pas les groupes en eux-mêmes les plus ponérogéniques qui vont fabriquer la pathocratie, ce sont des groupes un peu plus ponérogéniques que la moyenne. Et Lobachevsky explique très clairement pourquoi. Les groupes très ponérogéniques, c'est-à-dire les gangs, les mafias, les groupes terroristes, les réseaux de corruption institués, sont visibles. De ce fait, leur capacité à infiltrer la société pour la subvertir reste toujours limitée. Alors que des groupes un peu plus ponérogéniques que la moyenne, des coteries, des réseaux d'influence ou de cooptation, des associations à caractère culturel ou politique, éventuellement des partis politiques à proprement parler, eh bien, ces groupes-là ont une beaucoup plus grande capacité de subversion, car ils ne sont pas visiblement, directement, immédiatement, spontanément, ouvertement ponérogéniques. Mais en réalité, nous explique Lobachevsky, il n'y a pas de différence entre les deux types d'associations ponérogéniques. Une fois qu'une société est entrée dans une dérive pathocratique, des groupes politiques subversifs, des groupes terroristes, des gangs, des mafias, des réseaux d'influence, tout cela sans être tout à fait identique, du point de vue de la ponérogénèse, cela renvoie au même mécanisme profond. Les psychopathes héréditaires sont en train de se cacher derrière les paranoïdes qui eux-mêmes utilisent, pour sidérer les esprits faibles, un discours produit préalablement par des schizoïdes. Dans tous les cas, à la fin, on a une structure de pouvoir qui se met en place et dont le seul objectif réel, c'est d'assurer aux psychopathes la garantie qu'ils pourront retirer du fonctionnement social le seul avantage qu'ils en attendent, parce que c'est le seul avantage qu'ils peuvent concevoir, le plaisir et le sentiment de domination.